Enda Pronat, et qui va vous parler bien sûr de tout le travail que fait cette association et du contexte de l'accaparement des terres au Sénégal, mais aussi des moyens qu'ont trouvé les paysans pour lutter contre cet accaparement des terres. Ce centre de documentation qui est tenu par une équipe de bénévoles. Nous sommes reliés au centre, au RITIMO, au réseau RITIMO, qui est un réseau national de centres de documentation sur les relations Nord-Sud, et qui émaille le territoire français, mais pas seulement, qui a aussi des relations avec des centres de documentation extérieurs. Voilà, je donne la parole tout de suite, donc, à Patrick Daquenot du CIRAD, qui va vous présenter Mariam. Merci. Je ne vais pas vous présenter Mariam, parce qu'elle se présente beaucoup mieux que moi. Je vais dire plutôt des choses qu'elle ne dira pas sur elle-même. Mariam Sow, c'est une personnalité vraiment exceptionnelle. Au Sénégal, elle arrive à rassembler autour d'elle des groupes d'intérêt ou des organisations de société civile qui pourraient ne pas se sentir dans la même dynamique parce qu'ils ont confiance en elle. Parce qu'ils savent qu'elle, quand elle s'engage, il n'y a aucun calcul derrière, carriériste, politique ou stratégique. Et du coup, elle arrive à mobiliser vraiment, vraiment beaucoup de personnes différentes sur les thèmes sur lesquels elle combat. C'est une grande combattante. On l'appelle là-bas la très grande royale entre nous. Voilà, parce qu'il y a une grande littérature sénégalaise où il y a un personnage qui lui correspond bien, la grande dame qui amène tout le monde derrière elle. Et en termes de présentation et de combat et de ce qu'elle fait, elle s'exprime assez bien, beaucoup mieux que moi pour présenter tout cela. Mais il faut comprendre que là, il y a quelqu'un qui au Sénégal est une figure, une passionnara de la société civile et qui, au-delà des clivages qu'il peut y avoir entre les organisations de la société civile et entre les paysans du Sénégal, ils sont d'accord pour être derrière elle quand c'est elle qui marche devant. Merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer devant, bon, peut-être c'est trop vite d'y aller, devant des alliés. En tout cas, c'est des personnes qui pensent certainement de la même manière que nous, qui sont au nord. Et en même temps aussi d'écouter les trucs de Patrick qui remontent un peu et qui font que à chaque fois que tu as envie de faire plus, même si tu fais et que tu sais que tu fais, en l'écoutant, tu te dis, bon, voilà, il y a de la qualité qui émerge, donc il faut continuer. La plaquette, l'accaparement des terres au Sénégal, donc je crois que c'est une réalité qui est là et qui existe. Non seulement au Sénégal, mais c'est dans toute l'Afrique. Et quelquefois même, j'entends d'autres dire que c'est dans tous les coins du monde. Il y a en tout cas un processus qui se met en place et qui cherche à éliminer une catégorie sociale que sont les paysans, donc les acteurs du monde rural. Et pourquoi nous, on s'est engagé dans ce phénomène? Déjà, notre organisation Enda Tiers-Monde, qui est une organisation internationale du Sud et qui a son siège à Dakar, s'est donné comme mission de lutter contre la pauvreté, contre les inégalités sociales et essayer de porter la voix des sans-voix. Et l'équipe dans laquelle donc, je travaille au niveau, qui est membre de ce réseau de Enda Tiers-Monde, s'appelle Pronat. Donc elle aussi, elle s'est donnée de contribuer à la vision de Enda Tiers-Monde en travaillant auprès des communautés rurales pour la promotion de l'agroécologie. Et à ce niveau, donc, on avait quand même enregistré des résultats réels en termes d'expérimentation concrète, donc la faisabilité d'une agriculture qui réutilise, en tout cas qui intègre toutes les matières organiques, en tout cas qui rétablit le système écologique. On avait réussi aussi à avoir des dimensions organisationnelles au niveau de la base pour aller non seulement sur les expérimentations, mais aussi porter le plaidoyer afin d'influencer les politiques agricoles de notre pays. Et ça avait quand même commencé à prendre, et c'est en 2000, avec l'alternance que nous avons observée au Sénégal,
qu'il y a quand même une certaine volonté de délibérer les terres aux mains des multinationales ou même des individus au Sénégal, que ce soit les grands patrons, que ce soit les religieux. Donc on avait vu quand même une fuite des terres vers d'autres mains en dehors des mains des populations locales. Maintenant, là, pour nous, c'est une menace par rapport à la vision que nous portons. Faudrait-il se taire ou faudrait-il en parler? Donc on s'est dit, il faut qu'on en parle. Dans un premier temps, on sait qu'il y a eu beaucoup d'études sur le foncier, mais on s'est dit que le problème est tellement réel, au lieu d'aller faire une étude en termes de chiffres, allons-y vers un montage audiovisuel où on prend des acteurs qui sont concernés, qu'on a touchés et qui s'expriment. Et ça, on l'a fait au niveau du Sénégal, au niveau du Mali et au niveau du Burkina Faso. Et ensuite, nous sommes allés vers un atelier de restitution au niveau, au Sénégal, mais à dimension sous-régionale, pour montrer jusqu'où le problème est réel. Donc, il y avait aussi des autorités qui étaient présentes à cet atelier-là. Donc, ils ont constaté qu'effectivement, que l'accaparement des terres, c'est une réalité, parce que là, il y avait des paysans et des décideurs ensemble et qui ont regardé ce reportage. À la fin de cet atelier, on s'est dit quand même l'ensemble de la société civile devrait se retrouver pour essayer, en tout cas, de veiller, de réfléchir à ce phénomène qui n'est pas juste par rapport aux générations futures. Et c'est ainsi que nous avons mis un cadre de concertation que nous appelons le CRAFS. Donc c'est des ONG de la société civile, c'est des ONG de terrain comme nous autres, mais aussi des institutions de recherche. C'est aussi une organisation politique paysanne qui s'appelle le CNCR, Cadre de concertation des ruraux. Plus maintenant, toutes les dynamiques que nous, on avait au niveau de la base pour la promotion de l'agroécologie, qui sont aussi organisées au niveau national. Il y a une fédération de producteurs bio au niveau du Sénégal, il y a un réseau national de femmes rurales, il y a une association nationale de production de semences. Tout ça, c'est des associations qui sont nées à la suite de nos actions de terrain. Et dans les zones expérimentales que nous avons, qui sont au nombre de 5, là aussi, il y a des dynamiques organisationnelles et toutes ces dynamiques sont reconnues officiellement. Donc, avec ce CRAFS, nous avons observé ensemble et nous avons agi ensemble par rapport à des phénomènes récurrents. Donc, il y a des accaparements qui ont été faits de manière douce en profitant de la loi sur le domaine national. Peut-être que je vais en revenir un peu, même si c'est dans les débats. Donc, il y a aussi vraiment toujours en profitant de cette loi, avec la complicité des élus locaux et de l'État, des délibérations énormes par rapport au territoire national. Parce qu'aussi au Sénégal, les terres arables font 3 800 000 hectares et il y a 2 500 000 qui sont déjà emblavés. Et quand nous avons fait l'état de lieu de la situation, actuellement, il y a plus de 600 et quelques mille dans les mains des entreprises. Donc ça fait quand même un peu peur par rapport à un pays où la population rurale représente encore 60%, où cette population rurale se livre à une diversité d'activités rurales que sont l'agriculture, donc la production des aliments et tout ce qu'on veut, c'est l'élevage, c'est la pêche, c'est aussi l'artisanat, ou les produits de cueillette. Donc tout ça, c'est des activités qui se déroulent sur les terroirs réalisées par les populations rurales. Donc si une population qui augmente, donc qui fait actuellement à peu près 14 millions d'habitants, donc si on fait la répartition selon les besoins de ces populations-là par rapport à la ressource foncière, on se rend compte que si notre État arrive à porter une politique visible en termes de production, en termes en tout cas du développement de notre agriculture, on se rendra compte qu'il n'y a pas de terre à redistribuer à des multinationales. Si on regarde aujourd'hui la jeunesse sénégalaise qui représente 50%, on se dit quand même l'agriculture, les exploitations familiales, c'est le premier employeur à travers
les producteurs, les hommes, à travers les femmes et la jeunesse. Donc, il faut qu'on parvienne quand même pour une fois à permettre au Sénégal et aux Africains de profiter de la manière la plus juste de leur richesse. Et leur richesse, c'est quoi? C'est arriver à développer une agriculture non seulement suffisante pour se nourrir, mais suffisante aussi pour créer des richesses et afin d'avoir un développement plus juste pour rendre le milieu rural agréable et vivable. Donc, que les jeunes du milieu rural n'arrivent plus à aspirer à aller en ville, faire du milieu rural de sorte que même que ceux qui sont dans l'urbain essayent de retourner en milieu rural. Parce que c'est agréable, c'est vivable, il y a une agriculture qui se développe, il y a vraiment tout un ensemble de systèmes d'industrialisation rurale qui se mettent en place. Et en ce moment-là, l'agriculture, en tout cas, sera un métier noble. Et les exploitations familiales, c'est ça qui doit servir de notre support de développement avec une évolution, avec une modernisation qui tient compte de nos réalités, mais ne pas penser qu'on peut transformer tout le système à l'image de ce qui se passe dans les pays développés. Entre guillemets, si c'est développé, après on va échanger. Donc ça aussi, je crois qu'il faut qu'on arrive à avoir notre modèle. Maintenant, c'est dans ce combat, comme je vous avais dit, il y a eu envahissement. Si on prend le cas de Diokoul, dans le Kébémer, d'où vient le président qui vient de sortir, où il y avait une ferme qui emblavait 3000 et quelques hectares et où on avait chassé les producteurs de leur terre. Et nous avons eu une ONG qui est membre du CRAFT, qui s'appelle SICODER, qui travaille avec l'association des consommateurs, qui s'est mobilisée avec les populations pour dire non à l'accaparement de terre par le président de la République sortant. Et là, je crois que le combat a été lourd, on l'a soutenu, ces démarches, c'est la destruction de la ferme, c'est des emprisonnements des paysans, mais aussi c'est des combats pour les faire sortir. Et je crois que quand même aujourd'hui, les paysans ont repris, maintenant il reste à pousser jusqu'au plus loin pour se rassurer que la délibération, donc l'affectation de ces terres au nom du président, est-ce qu'on a réussi à changer. Donc ça, c'est le cas de Diokoul. Nous avons eu aussi des cas à Koussana, dans le Ndoga Babaka, où une institution a fait des recherches, IPAR, et qui a trouvé que aussi là-bas aussi il y avait plus de 500 et quelques mille hectares, où aussi une entreprise italienne avait mis la main pour produire du jatropha. Et là, ce n'était pas une histoire d'élu. Donc c'est un peu, vous voyez, si on cultive une pauvreté qui dure, donc la personne perd un peu sa dignité, elle est prête à accepter toute promesse qui lui fait voir qu'il y a possibilité. Donc ces gens de Ndoga Babakar, l'entrepreneur ou bien l'entreprise est partie voir individuellement les producteurs en leur disant, bon, je vous donne 20 000 francs par hectare, ensuite je vais employer les jeunes, ensuite je vais vous laisser cultiver, parce que les arbres que je vais semer vont laisser il y a des grands écartements, ça va laisser de l'espace et vous pouvez cultiver. Donc le conseil rural avait bien refusé de donner les élus locaux. Mais là, c'est les populations elles-mêmes qui sont allées dire à ces élus, mais vous êtes méchants, quelqu'un nous donne de l'argent, pourquoi vous ne délibérez pas? Donc ils ont fait pression sur les élus pour qu'il y ait délibération. Mais c'est après qu'ils ont compris. Tout ce qui était monté derrière l'entreprise, ce n'était pas vrai. De un, les 20 000 francs par hectare, à peine si ça a été mobilisé. L'emploi, un père de famille qui a 5 jeunes qui sont à l'âge de travailler, on recrute un et qui n'est même pas payé régulièrement. Ensuite, les premières plantes ont poussé et puis ça s'est croisé, il y a eu de l'ombre. Donc on ne pouvait plus continuer à semer dans l'espace. Donc là aussi, les populations ont commencé, elles ont compris, elles ont commencé à se soulever pour dire non à ce phénomène.
Donc là aussi c'est arrêté, mais il nous reste encore à vérifier les papiers de délibération pour nous rassurer que les quelques hectares qui ont été pris, vraiment, ça retourne dans les mains des communautés. Nous avons aussi le cas le plus brûlant, c'est cette société qui s'appelle Sénil Sénétanol, italienne, qui a voulu aussi produire du tournesol pour la transformation en huile. Et là, bon, tout ce phénomène aussi, peut-être que je ne l'ai pas dit, c'est aussi la volonté des politiques de la communauté internationale qui dit, bon, il y a beaucoup de pollution avec le carburant, il faut trouver une autre alternative, c'est les biocarburants. Donc, cette société, il y avait aussi de l'argent derrière, donc comment elle pourrait développer la production du biocarburant au Sénégal. Et là aussi, ils ont demandé 20 000 hectares dans une zone qui s'appelle Fanaï, au nord du Sénégal, au fleuve Sénégal. Et là aussi, la population locale s'est rebellée pour dire non. Et contacté le CRAFS, qui s'est mobilisé aussi auprès de cette société civile, auprès de ces populations locales, plus les ressortissants, qu'ils soient de Dakar, qu'ils soient en France et un peu partout. Donc il y a une mobilisation forte de cette population pour dire non à cet accapareur. Et ils ont voulu résister. La résistance, c'est qu'on arrive à diviser un peu la communauté. Il y a une partie des élus qui dit oui, il y a une autre partie qui dit non avec les populations. Donc c'est ça qui développe aussi des résistances douloureuses. Et ce cas de Fanaï s'est soldé par 2 morts. Mais quand même, on a arrêté le projet de Fanaï, mais il a été délocalisé encore dans une autre zone où c'est des éleveurs qui sont coincés dans 3 ou 4 communautés rurales où il y a de l'eau et il y a de l'agriculture. Donc nos éleveurs, c'est des éleveurs, en tout cas c'est des éleveurs sahéliens qui ont besoin d'espace, et ils avaient un espace autour duquel vraiment ils effectuaient leur activité d'élevage aisément. Et c'est cela qui a été déclassé parce que c'était une réserve que l'État a utilisé un peu aussi en pouvoir pour redonner ces terres à ce même entrepreneur. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a la résistance entre ces éleveurs qui habitent 37 villages dans la même localité et l'entreprise. Maintenant, il y a la société civile aussi qui continue à appuyer ces éleveurs à faire un plaidoyer au niveau national, et nous les avons accompagnés aussi dans un plaidoyer international pour dire non. Il y a aussi d'autres zones, c'est pas seulement la production de l'huile ou de biocarburants, mais aussi il y a l'extraction des mines. Donc dans la zone des Niayes où vraiment le maraîchage marche bien, on voit se mettre en place une société australienne pour vraiment exploiter un fer qui sera exporté, qui s'appelle le zircon. C'est 44 000 hectares. Il y en a aussi en Casamance. Bon, peut-être que là, ça va un peu aller moins vite avec tout ce qu'on a comme problème au niveau de la Casamance, tout en sachant que le problème casamancé vient du foncier. Maintenant, quand le combat a chauffé, et nous savons aussi que le CNCR, depuis longtemps, a voulu aller vers une réforme foncière qui sécurise les paysans. Pourquoi cette réforme qui sécurise les paysans? Nous savons qu'avant les indépendances, on a eu la loi coutumière qui est orale, où les terres appartiennent aux communautés locales par le biais des chefs de terre. Les chefs de terre, c'est qui? C'est des gens qui se sont implantés, les premiers dans une zone, et qui ont utilisé un peu ce qu'on a appelé le droit de hache, donc en coupant, autant que tu coupes c'est pour toi, ou droit de sabot, tu prends ton cheval, tu circules. Donc ils sont devenus propriétaires, et maintenant dans cet esprit ils continuent à accueillir les familles
qui sont restés quand ils quittaient leur village, ça date de longtemps, ou des amis qui viennent, mais à chaque fois, tu as quand même où habiter et où cultiver. Maintenant, après les indépendances, l'État a fait une réforme, une loi qu'on a appelée la loi sur le domaine national. Donc, qui font des terres qui appartiennent à la nation, mais que l'État met la main en confiant la gestion aux élus locaux. Et en les confiant aux élus locaux, et la loi disait que tant que le producteur exploite, il continue, il a un droit d'usage, il n'est pas propriétaire. Mais personne ne le chasse de ses terres. Ça, c'est ce que dit la loi. Et la loi interdit ou condamne celui qui vend et celui qui achète. Maintenant, cette loi qui a modifié sur les papiers le fonctionnement du système traditionnel n'a pas permis de laisser les populations de continuer à exercer leur loi. Donc, même s'il y a quelqu'un qui vient pour demander une délibération, il va au conseil rural, mais le conseil rural le renvoie au chef de village qui voit avec la personne qui se déclare propriétaire pour faire une affectation. Et cela, c'est beaucoup plus dans la zone qui est à proximité de Dakar, avec l'urbanisation de la ville, parce que comme je l'ai dit, que le milieu rural s'est appauvri et il y a de plus en plus de gens qui viennent à Dakar, donc le problème de l'habitation devient quand même difficile. Donc là, les gens ont utilisé la loi pour organiser la vente des terres. Et maintenant, les autres communautés, la loi traditionnelle a continué de fonctionner jusqu'à aujourd'hui. La loi sur le domaine national n'est utilisée que quand on a envie de régler un problème particulier. Donc, dans cette mouvance, l'État a accepté, comme il y avait vraiment une résistance forte, parce que le travail de craft, ce n'est pas nul. Aujourd'hui, n'importe quelle localité, s'il y a quelqu'un, les populations crient. Donc, il y a la mobilisation des populations qui est là, présente devant n'importe quelle situation. Et les investisseurs ont demandé quand même une sécurisation pour se faire, pour pouvoir investir. Et nous autres aussi de la société civile, on s'est dit, ah oui, pour nous aussi, il faut sécuriser maintenant les populations sur leur propre terroir. Et c'est dans ce cadre aussi que nous participons aujourd'hui avec l'utilisation d'un outil qui a été conçu par le CIRAD et qui nous aide à faire de sorte que les populations réfléchissent et parviennent à contribuer, en tout cas à donner leur vision pour le développement de la société paysanne en produisant des règles de jeu que ces populations pensent qui peuvent être appliquées pour la gestion des terres. Donc il y a deux résultats. Un, on a un premier résultat qui permet à cette société civile au niveau national renforcer le CNCR et les autres organisations paysannes à dire à cette commission qui est composée de juristes et de sociologues pour dire voilà nous comment nous pensons. Et donc les 60% de la population, on tient à ce que ces populations continuent à s'exprimer dans leur vision. L'autre démarche, c'est que aussi ces réflexions qui ont été produites, on va essayer de voir comment les continuer tout en valorisant le système traditionnel de la gestion et de l'occupation des terres avec une vision aussi de développement de l'agriculture familiale pour montrer aussi que c'est possible d'agir en parallèle au niveau des terroirs. Donc voilà, grosso modo, c'est comme ça que ça évolue au Sénégal. Aussi, même si c'est difficile avec nos gouvernants, mais aussi, je tiens à dire que nous avons des avancées importantes. On peut parler. On a la liberté d'expression, en parlant correctement, bien sûr. On a la liberté de contacter les gens. Et on a aussi, même quelquefois, même si c'est individuellement, aussi des possibilités d'écoute de certains décideurs. Mais je crois qu'il y a un travail important aussi à faire au niveau international parce que aussi c'est une pression, c'est une boule qui nous vient de là-haut et qui fait pas dans la pavé, non, on dit ça, dans la mare. Donc voilà, je vous remercie. Voilà, j'ai pris trop de temps, j'espère que ça ne va pas. Oui, merci beaucoup.
ce CRAF dont elle parle, c'est des organisations de consommateurs, des organisations femmes et agroécologie, c'est des organisations de juristes droits de l'homme, c'est des organisations de journalistes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de tout dedans. Donc c'est pas au départ, c'est pas des organisations paysannes qui veulent défendre leurs terres. C'est des citoyens sénégalais qui travaillent sur la consommation ou sur autre chose et qui se sont retrouvés parce qu'au-delà de l'aspect terre paysanne prise à des paysans, il y avait quelque chose qui était remis en cause pour eux, qui était leur choix de société. Et quelque chose qui m'a fait bien comprendre ça, à part le fait que vous voyez des associations de consommateurs qui sont les plus mobilisées sur l'accaparement des terres, c'est leur ONG qui au départ travaille sur agroécologie, sur pesticides, sur des thèmes qui ne sont pas le foncier, et qui se retrouvent sur l'accaparement des terres, parce que ça remet en cause le projet de société qui est derrière leur approche agroécologie. Et ça, ils le disent sur le terrain, tous le disent, quoi. C'est bien pour ça qu'ils sont derrière, c'est pas pour garder leur terre, quoi. C'est parce que derrière, ils voient très bien que ça remet en cause ce qu'ils veulent faire dans leur pays. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que le Sénégal est peut-être la plus belle démocratie d'Afrique. Hein, c'est une démocratie qui marche bien, des institutions qui marchent bien, des gens qui peuvent protester. Donc on n'est pas dans une république bananière ou une dictature, et pourtant on parle de ça. Imaginez, dans les endroits où on ne peut pas parler, ce qui peut se passer, quoi. Et ce qui se passe, de façon, je prends des exemples très simples. On a l'histoire du zircon dont elle a parlé, c'est sélectionné une entreprise multinationale australienne qui vient. Alors le zircon, c'est pas une mine en fait, c'est on décape le sable. Voilà, c'est là où il y a des grandes dunes en bord de mer. Il y a des machines qui viennent tout décaper, voilà, et qui filtrent, qui récupèrent le zircon. Bon, dans le village où ça a chauffé le premier, ils sont arrivés alors le bulldozer 15 jours avant la récolte des tomates. D'accord? Pour une exploitation de mine qui peut durer 10 ans, qui n'est pas 15 jours près. Ils ont tout rasé. Ils ont rasé les tomates qui étaient prêtes à être cueillies sans attendre. Ça, c'est pas la faute du gouvernement, c'est même pas la faute des élus locaux. Les élus locaux, les gouvernements ont vendu ces terres-là aux Australiens, ok, mais la responsabilité elle est partagée largement, quoi. C'est que l'entreprise aurait très bien pu attendre 15 jours de plus pour que les tomates soient là, quoi. Voilà, donc ça, c'est l'autre élément, c'est qu'il n'y a pas un méchant, il y en a beaucoup. Et c'est chacun qui a un chaînon, un maillon de la chaîne a une responsabilité qui fait qu'à l'arrivée, ça se passe comme ça. Et pour finir là-dessus, l'exemple de Fanaï où il y a eu 2 morts d'hommes, là, où il y a eu vraiment, et plus il y a eu 2 morts, c'est grave, mais en plus il y a une communauté qui est encore 5-6 ans après complètement coupée en deux, avec des séquelles qui sont vraiment profondes. Cet exemple-là, ils sont arrivés à gagner. Enfin, je raconte l'histoire. Au départ, il y a les locaux qui se sont révoltés tout seuls, parce qu'ils ne savaient pas que Mariam existait. Donc voilà, ils se sont révoltés, ils ont enlevé les barbelés, ils se sont battus, certains sont morts, ils sont allés en prison. Il y a eu quelques entrefilés dans les journaux sénégalais, mais ils n'ont pas gagné. Ça continuait. Donc ensuite, ils ont appelé leurs jeunes qui étaient partis faire des études, qui avaient des postes à Dakar, qui avaient des postes qui étaient dans le modèle occidental. Ils leur ont dit, on ne sait plus quoi faire. Et les jeunes qui étaient dans le modèle occidental connaissent les ONG, sociétés civiles, mobilisation, ont contacté les ONG locales qui, elles, sont retournées et ont fait un combat sur place. Donc, on commençait par les discuter, ont ensuite mobilisé des avocats bénévoles, il y avait aussi l'organisation juridique des droits de l'homme, pour essayer de combattre la mise en prison des paysans, etc. Et même ça, ça ne marchait pas. C'est là où vous avez un rôle à jouer, nous avons un rôle à jouer. C'est parce que dans ces ONG-là, il y a des gens qui ont l'habitude de travailler avec les ONG internationales qui disent si on n'arrive pas, malgré tout le tapage qu'on fait au niveau local et national, à arrêter le président de la République, parce que là il faut bien dire que c'est une histoire très individualisée, cette entreprise, il faut aller plus loin. Donc ils ont mobilisé des ONG internationales, ils ont fait passer des articles, je crois, dans Libération ou dans le Courrier international. Et là, le fait qu'il y a eu une information internationale là-dessus, donc une pression, ça a fait reculer. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir, c'est qu'il faut qu'à tous les maillons de la chaîne, les gens agissent pour arriver à faire reculer ces grosses machineries politiques et financières qu'il y a derrière. Et il ne faut pas croire que c'est parce qu'il y a eu 2 morts qui sont arrivés à gagner, quoi. C'est parce qu'il y a eu aussi, ailleurs, partout, dans les médias, locaux, nationaux, internationaux, et c'est un combat de tous les jours, hein, et qui concerne beaucoup de monde que ça peut marcher, y compris la légitimité de la recherche qu'elle se met à leur service. Le dernier point aussi pour informer, derrière les exemples qu'il a présentés, il y a plusieurs choses différentes. Il y a des vrais agro-business, comme ils appellent là-bas. Des gens qui veulent faire de l'argent avec l'agriculture. Bon, ça c'est un. Ensuite, il y a beaucoup aussi d'opérations
assez douteuses. Un particulier exemple de Fanaï, où on se demande vraiment si c'est même pour faire l'agriculture et c'est pas pour blanchir de l'argent. Il y a aussi ça. Et il y a des ONG internationales qui ont été contactées, qui ont cherché, qui ont trouvé que c'était ça. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mobilisées derrière, pour lesquelles il est très difficile de lutter, même quand le paysan est prêt à mourir pour cela, et dans lequel il faut qu'à tous les maillons, la recherche, le développement, les ONG internationales, tout le monde agisse pour essayer de contrer ça. Jusqu'ici, les entreprises que nous avons observées, ce que nous avons vu, avec aussi la politique même de l'État, je ne sais pas si l'État actuel va contourner ça, c'est carrément remettre en cause les exploitations familiales. C'est de se dire que ce problème de sécurité alimentaire, surtout d'ici 2050 où la population africaine va doubler, il faut monter de grandes machineries de production pour subvenir aux besoins. Et tout ce qu'on a vu, en tout cas sortir comme société jusqu'ici, c'est des sociétés qui ne rentrent pas par la bonne porte. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent, qui cherchent à avoir des terres sans discuter avec les populations. Donc les populations, elles, les porteuses des exploitations familiales, n'écartent pas, ne ferment pas entièrement la porte. Mais ce qui est bien, c'est d'arriver aussi à se retrouver avec les populations, qu'elles sentent qu'elles ont un pouvoir de discussion, de négociation, de collaboration, si c'est nécessaire, avec une entreprise, mais qui sécurise aussi les générations futures, qui fera que les terres ne partiront pas. Mais venir avec l'esprit, je veux de la terre, je vous offre des emplois, je vous construis des écoles, ça fait quand même très facile. Et ça, c'est pas net. Et toutes les entreprises, en tout cas qu'on a connues, qu'on a poursuivies jusqu'à maintenant, on n'a pas senti justement ce souci de vouloir instaurer des systèmes de façon équilibrée, de façon égalitaire, qui sécurisent ces populations-là. Donc, on se dit qu'il faut quand même faire beaucoup attention par rapport à ça. Et dans les réflexions des populations qui sortent, ce qu'elles disent sur le foncier il faut d'abord qu'elles se rassurent que juridiquement, que les terres sont au nom des communautés. Et que les communautés ont la possibilité vraiment de discuter et de négocier. C'est à elles de discuter et de négocier, avec peut-être l'accompagnement de l'État sous forme de veille aussi, parce que si l'État a des responsabilités là-dessus, mais que les terres ne soient pas au nom de l'État et qu'il se trouve des possibilités de donner des terres à une multinationale pour 99 ans et on ne sait même pas quels sont les mécanismes que ces populations ont pour contrôler. Moi, je sais qu'il y a une entreprise qui existe au Sénégal. Et tout dernièrement, il y a quelqu'un qui me disait, le contrat est fini depuis 30 ans. Et pourtant, cette société, cette entreprise continue à exister. Et on ne sait pas qui est heureux. Qui est heureux dans ça? Tous les ouvriers qui travaillent dans cette usine, aujourd'hui, leurs femmes sont obligées d'exercer d'autres activités parce qu'ils ne gagnent pas grand-chose. C'est toute une pauvreté qui est là. Je n'ai pas une étude qui confirme, mais connaissant les gens qui sont là-bas, je sais que ça ne tient pas debout. Donc, je crois, la moindre chose, c'est d'avoir une entente de base sur les politiques foncières, de façon très juste avec les populations. Maintenant, la négociation avec ceux qui ont des possibilités, même au niveau du pays, on peut trouver dans les villages des gens qui ont l'argent, mais qui n'investissent pas parce que les choses ne sont pas clarifiées. Maintenant, si les choses sont claires, peut-être les ressortissants qui sont originaires de ces pays-là peuvent organiser leur retour en essayant de réinvestir dans leur propre pays. Donc tout ça c'est possible, mais pourvu d'abord qu'on arrive à clarifier vraiment les règles de jeu de la gouvernance des ressources naturelles.
lutte contre l'accaparement de terre, c'est pas lutte contre les grandes entreprises agricoles. Exactement. Et dans tous les exemples de lutte qu'il y a, c'est pas eux, en gros, qui disent là, il y a une entreprise de plus, c'est les paysans localement, parce qu'ils n'ont pas été associés, parce que ça n'a pas été fait dans la forme, qui se rebellent, et du coup, après, il y a lutte. Donc, c'est pas contre toute l'installation de l'agriculture à grande échelle, etc. C'est contre tous les exemples, mais ils sont extrêmement majoritaires, de ceux qui s'installent comme ça. Et ça questionne quand même, en termes d'experts du développement, c'est que même on ne peut pas citer de nom, mais même des très grands bailleurs de fonds internationaux, quand ils nous demandent des expertises sur comment on peut faire pour mettre de l'agro-business au Sénégal, et qu'on leur propose qu'il y ait des comités locaux qui participent en paritaire au choix de l'agro-business, de qui se mettra là et des conditions, ils ne veulent pas entendre. Voilà. Voilà. En résumant, moi je dirais que ce n'est pas l'accaparement des terres, c'est pas la lutte contre l'accaparement des terres, c'est la lutte contre l'accaparement des droits sur la terre. Voilà. Et dans tous les ateliers qu'on a fait, bon nous là, avec nos démarches IRA, là, on fait des ateliers participatifs, tous les ateliers qu'on a fait avec tous les paysans dans le pays, tous disent on n'est pas contre qu'ils viennent. Partout. Simplement qu'ils respectent nos règles de jeu. Qu'on mette des règles de jeu claires et qu'ils les respectent. Voilà. Donc ça ne paraît pas extraordinaire comme je demande, quoi. Et parce que tous voient l'intérêt, ce dont tu as soulevé, tous voient l'intérêt que peut avoir une grande entreprise bien implantée sur quelque chose de propre, avec intégration de la formation. Bon, je pourrais en parler pendant des heures, mais il y a des trucs qui sont très choquants pour un expert du développement, c'est quand tu proposes que si les grandes entreprises s'installent, elles puissent prendre... Voilà. Les paysans nous disent que leurs fils font des études d'agronomie et qu'ils n'ont pas les moyens de s'installer sur les terres. Les moyens financiers et les moyens fonciers. C'est quand même perturbant. Et quand tu demandes que dans les conditionnalités, comme disent les lutteurs, là, les conditionnalités d'installation des grandes entreprises agricoles, on puisse mettre comme conditionnalité, que ces élèves ingénieurs puissent être pris prioritairement en stage dans ces entreprises, en stage, plutôt que d'aller chercher des stagiaires du Nord, ben, ça passe pas comme conditionnalité. Donc il y a quelque chose, quelque part, qui est au-delà de la logique, quoi. C'est des politiques organisées pour vraiment que l'Afrique continue à baisser les bras en termes de développement de richesse et qu'elle continue toujours à être dépendante. Donc moi, en tout cas, peut-être, bon, je ne suis pas tellement intellectuelle, mais je regarde un peu les faits et je fais mes propres analyses. Donc je me dis que ça continue. Et là aussi, je le dis souvent, à la découverte de l'Afrique, on pourrait accepter tout ce qui s'est passé avec la traite des nègres. Parce que, bon, il n'y avait pas compréhension. La colonisation, même si elle a eu lieu, on sait aussi qu'il y a eu des résistances. Il y a des érudits africains qui ont résisté à la colonisation. Mais cette forme-là, elle est plus dure à accepter. Parce qu'aujourd'hui, tout est devenu un village planétaire. On comprend. Et aujourd'hui, quand même, on ne peut pas dire que nous sommes dépourvus d'intellectuels. Donc, où se trouve le problème? Comment on peut analyser le problème de façon beaucoup plus claire entre ces deux catégories de personnes? La communauté internationale, donc les grands, les géants, et par rapport aussi à nos gouvernants. Et je sais que ce phénomène d'accaparement de terre, moi, je le partage de temps en temps avec des grands intellectuels et même des décideurs qui me disent, mais oui, Mariam, vas-y, continue. Donc, il y a une peur bleue qui est là, voilà, une bande sous les yeux, mais qui attache cette bande. En urbain, il y a un système de cadastre. En rural, il n'y a pas de propriété privée. C'est un domaine national qui appartient à l'État, dans lequel les paysans ou tout acteur peut demander un papier qu'on appelle une affectation pour mettre en valeur les terres. Et qui, sur le papier, c'est un papier qui est sur 5 ans. C'est pas comme ça que c'est appliqué, mais c'est ça la loi. Donc c'est un petit papier qui a juste une valeur qui vous reconnaît le fait que vous êtes en train d'utiliser une terre, avec toutes les réserves sur ce qu'on appelle mise en valeur. Hein, que ça dépend, qui n'est pas défini, il n'y a pas de décret qui définit ce qu'est la mise en valeur.
Donc la sécurisation de ce papier, elle est extrêmement limitée d'une part. D'autre part, quand on demande aux paysans, pas dans les régions proches de la côte, mais à l'intérieur, mais pourquoi vous n'avez pas cherché ce papier? Vous êtes là sur vos terres depuis. Alors pour revenir par rapport à la dame, la sénégalaise, ils n'ont pas de droit juridique, mais ils ont le droit coutumier, quoi. Enfin, ils sont là, quoi. Ils étaient là avant que le droit arrive. Le droit est arrivé, le droit extérieur est arrivé longtemps après, quoi. Ils disent, mais attends, regarde, non, le paysan répond, mais regarde, tous ces gens autour de moi, ils savent que je suis chez moi, tu crois que c'est pas plus solide que le papier? Je ne dis pas qu'ils ont raison, hein. Je donne l'opinion des paysans. Ensuite, l'objectif, c'est d'aller discuter, de laisser les paysans discuter sur qu'est-ce qu'ils veulent comme avenir pour leur pays, et donc quelle réforme foncière leur irait le mieux. Il faut revenir à ça, c'est pas le foncier, c'est qu'est-ce qu'on veut comme projet de société, et quel foncier est adapté à notre projet de société. Et l'une des questions qu'ils se posent, que scientifiquement je ne légitime pas, je dis c'est leur question, c'est mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre système que la propriété privée pour notre projet de société? Et elle en a beaucoup parlé, mais c'était noyé dans tout ce qu'elle a dit, de garder les terres en commun, d'avoir un système de gestion des communs qui ressort dans tous les ateliers. Alors je ne dis pas que dans tous les ateliers, 100% des paysans parlent comme ça. Il y en a qui disent, de toute façon aujourd'hui c'est fini, c'est le passé, il faut passer à la propriété privée, c'est la seule façon de s'en sortir. Il y en a aussi qui disent ça. Mais il y a une majorité qui dit non, notre système qui a quand même été préservé par cette loi bizarre du domaine national, c'est un système de gestion. Alors c'est pas la collectivité sauf cause ou cause, tout ça, quoi. Hein. C'est un système de gestion en commun qui a des centaines d'années de règles sur lesquelles nous on travaille les chercheurs, parce qu'il y a des systèmes de réglementation très fins. Et ils se disent mais pourquoi pas continuer comme ça? Et c'est là l'origine de leur levée contre l'accaparement de terre qui fait que si on découpait la terre en morceaux, que ce soit pour nous, pour l'agrobusiness, pour d'autres, tout ça c'est foutu. Pourquoi pas continuer comme ça? Mais ça veut dire notre droit. Oui, mais ils travaillent avec des juristes, je crois qu'elle l'a dit. Ça veut dire, comme le disait le juriste dans le film, ça veut dire décider autrement et produire un droit autrement. Bon là on est beaucoup plus loin dans le débat de projets de modèles de développement, etc., où là on tombe dans des opinions plutôt que dans des certitudes. Il y a des grandes questions qui se posent derrière sur les choix de société, et finalement, c'est pas un papier qu'on veut, on ne veut pas de papier, on veut un papier pour la collectivité et des règles de jeu, c'est le mot qui reviennent souvent, pour gérer cela, y compris pour accueillir des agrobusiness. Parler là de papier, c'est les délibérations qui sont octroyées par le conseil rural. Donc là, effectivement, ça se fait surtout dans les zones qui sont à proximité de Dakar. C'est eux qui demandent les papiers, c'est eux qui demandent le titre foncier. Parce que là, la zone a été tellement morcelée, les gens ont tellement utilisé cette loi pour avoir des terres, et ça, la plupart, c'est des Sénégalais, c'est les cultivateurs de dimanche, qu'actuellement, eux, ils sont en train d'appliquer la loi de partage. Donc chacun sait ce que le père a laissé, et ils vont toujours à la répartition entre la famille, les membres de la famille, chacun a ça. Et justement ça permet d'utiliser l'autre modèle d'accaparement que j'appelle l'accaparement par la méthode douce. Et c'est ça aussi que la société, l'international demande les investisseurs. C'est arriver à privatiser les terres. Une fois qu'on les privatise, on donne des papiers juridiques reconnus, que ça soit individuel, que ça soit au nom d'une famille ou au nom d'une commune par exemple. Donc là, c'est ce que les juristes nous ont fait voir, ça donne un titre foncier. Et une fois qu'on a un titre foncier, la terre devient carrément marchandise. Donc là, c'est les populations elles-mêmes qui vont vendre les terres. Maintenant, les communautés, dans les réflexions, ce qui ressort, il faut que la loi domaine national qui nous donne aux communautés que le droit usage, qu'on parvient à avoir une formulation de droit de ces communautés-là autour des terres, mais qui ne permet pas à ces communautés elles-mêmes de vendre la terre, ni à l'État de se lever un beau jour pour dire, comme dans le Diogo avec le zircon, quand ils sont venus, il y a des gens qui ont leur délibération,
Mais quand les 44 000 hectares ont été donnés à la société, ceux qui étaient là devaient partir. Donc, voilà. Et maintenant, qu'est-ce que l'État a fait? C'est ceux qui ont, si tu as un hectare de terre, pendant 20 ans, la société est là, on te donne 3 700 000 CFA. Et sur cet hectare de terre, les maraîchers ont fait les calculs. Pendant 1 an, chaque maraîcher parvient à soutirer 7 millions de francs par an. Si on fait le calcul, quelqu'un qui gagnait 7 millions par an sur sa terre, au nom que c'est la loi sur le domaine national, que la terre ne lui appartenait pas, on lui a dédommagé les quelques cultures qui étaient là, les quelques arbres qu'il avait plantés, qui font 3 700 000, c'est ça l'investissement. C'est ça qu'on considère comme investissement. Le reste, c'est à l'État, c'est à la nation. Donc il n'a pas droit de réclamer le prix de la terre. Et cette terre est laissée à DMTL, comment ça s'appelle, la société, qui va exploiter pendant 20 ans son zircon et qui va laisser les terres. Dans quel état va-t-il laisser ces terres-là aux populations? Donc ce n'est pas cette loi-là qu'on veut. Maintenant, ce qu'on pousse, comme le pays a engagé une réforme foncière, on veut aller vers une réforme foncière qui sécurise en termes de lois juridiques ces communautés de base, avec des garde-fous qui feront que ni l'État ni les communautés ne pourront pas vendre les terres. Et dans ce combat-là, c'est les femmes qui crient le plus. Parce que, et tout ça, ça a été organisé de façon minutieuse, en disant, oui, maintenant c'est l'égalité, c'est l'équité entre les hommes et les femmes. En conseillant aux femmes de former des groupements, donc les groupements féminins. En les poussant, oui, il faut réclamer les terres. Donc elles ont l'habitude de chercher un jardin collectif où chacun a quelques mètres carrés, donc elles se retrouvent. Mais quand le problème est devenu crucial, avec le phénomène d'accaparement des terres, nous avons appris à écouter les femmes autrement. Surtout les femmes de la zone de Dias, là où ils village, et au niveau de Dakar, c'est les femmes qui crient, qui dénoncent et qui disent, depuis qu'on a installé l'aéroport de Dias, donc les privés ont compris, il y a des enjeux fonciers, ils viennent avec leur cartable pour dire à nos maris, 1 hectare, 4 millions. Et si tu prends l'hectare, tu le morcelles en 30 parcelles de 150 mètres carrés que tu vas revendre à moins de 6 mois, 1 an, à 2 millions, à 3 millions la parcelle. Donc, et les femmes crient par rapport à ces pratiques. Elles disent, mais il faut que nos maris, nos frères arrêtent de vendre les terres. Et elle dit, où va construire mon fils quand il sera grand? Où va cultiver mon fils? Donc là, on recentre un peu la préoccupation de la femme africaine. C'est la sécurisation de la communauté et non un droit individuel. Nous, on a été formaté dans un système, un beau système, hein, où on est habitué à voir la terre comme une propriété, un bien sécurisant individu, développement. Et là, on est face à d'autres situations avec un droit qui a été appliqué. Et juste 2 phrases. Quand on parle de propriétaire coutumier, c'est déjà des mauvais mots. Voilà. C'est-à-dire, elle a bien expliqué, c'est le premier arrivant qui a une responsabilité collective sur la terre qui l'attribue aux autres. Alors nous, les chercheurs, on parle de chef de terre. Et le dernier atelier qu'on a fait en septembre, on parlait avec un paysan, mais qui parlait français, heureusement, il m'a corrigé, et je lui disais en parlant comme ça, à l'aparté, par réunion, chef de terre. Il me dit, non, non, c'est pas ça la traduction. Ah bon? Non, non, c'est berger des terres. Voilà. Rien que ça, ça veut dire beaucoup de choses. Et une autre phrase, c'est une dame dans un atelier, où il parlait foncier, il réfléchissait à la foncière, elle dit, il ne faut pas oublier une chose, hein, on n'a pas la responsabilité sur la terre, on a la responsabilité de la terre. À partir de la terre. Mais voilà, ça c'est des façons différentes de voir les choses. Bon, on va pas idéaliser, on va pas dire voilà, mais il y a ça aussi et là ils sont vraiment sur le fondement du droit.
mondiale. Donc ça aussi, ça a permis à la communauté africaine de s'exprimer fortement sur l'accaparement des terres. On sait aussi qu'il y a le forum mondial qui va se tenir à Tunis, je vais y aller. Il y a d'autres encore qui sont là-bas, sur le foncier, pour parler aussi de l'accaparement des terres. On sait aussi que ma fille l'avait dit tout à l'heure, qu'au Sénégal, avec l'ambition du Sénégal pour s'autosuffire en riz, ou en tout cas la sécurité alimentaire, on essaie aussi de saisir ces gens-là au mot. Donc ils reviennent de temps en temps pour dire, ah oui, il faut que le Sénégal nourrit le Sénégal. Donc c'est des opportunités aussi qu'on saisit pour essayer aussi d'orienter nos débats sur ça, pour que cette agriculture soit portée par les Sénégalais. Il faut qu'on ait les trois légitimités pour arriver à agir. Il faut la légitimité politique, la légitimité sociale, la légitimité scientifique. Donc pour eux, la légitimité politique, bon ben voilà, c'est-à-dire au niveau international, arriver à avoir des plaidoyers dans des arènes politiques, style Nations Unies ou quoi, on ne va pas tout dévoiler, mais il y a des stratégies en cours derrière. Légitimité sociale, c'est leur mot, je ne dis pas que c'est, je ne sais pas ce que ça veut dire, les définitions scientifiques, ces trucs-là, c'est qu'il faut qu'on représente le plus de gens possible, la légitimité de la représentation. Donc il faut qu'on fasse des ateliers dans le plus de pays possible, qu'on partage ça avec les Indiens, avec, je ne sais pas où va aller les enregistrements, mais il faut qu'on fasse le plus d'ateliers possible pour avoir une assise qui nous légitime socialement. Et légitimité scientifique. Il faut que les scientifiques et les experts travaillent pour voir quelle est la pertinence technique, scientifique possible de notre vision de la société et qu'est-ce qui n'est pas pertinent et technique ou réaliste. Voilà. Et bon, voilà, il y a des structures de recherche internationales, des chercheurs qui travaillent pas en tant que pour justifier leur dire, mais pour expérimenter, explorer et voir par exemple dans cette histoire de juridique. Il y a beaucoup de gens en sciences juridiques, anthropologie du droit, qui réfléchissent sur quels sont les systèmes juridiques autres que le système que l'on connaît, qui sont viables, pertinents, qui permettent un développement économique. Voilà. Donc ces leaders de la population ont bien en tête le fait qu'il faut une réponse à ces trois questions. Voilà. Et que c'est multiniveau. Ces trois questions se posent autant dans une échelle d'un village. Il y a Nils, un collègue de travail qui est là, qu'on a envoyé dans un petit village au Sénégal pour voir quelle était la pertinence technique et scientifique du choix local du village de société, comme à l'échelle internationale. Voilà. Avec des publications scientifiques, etc., qui peuvent montrer que oui, ce qu'ils disent, ça peut tenir la route scientifiquement aussi.